bien, nous sommes de retour pour la suite de nos rencontres RH de la santé. Avant de partager les retours d'expérience de nos invités sur la QVT au cours de la table ronde suivante, nous allons commencer par échanger avec celles et ceux qui sont, si j'ose dire, aux manettes en matière de QVT dans les établissements de santé en France. L'objectif de cette première table ronde est en effet de vous expliquer quelles démarches institutionnelles ont été mises en œuvre dans le domaine de la qualité de vie au travail en soutien des établissements de santé. Autour de la table, je remercie les trois invités qui nous ont rejoints, qui ont répondu à notre invitation. Tout d'abord, à ma droite, Véronique Gady, chef de projet qualité de vie au travail au sein de l'HAS. À vos côtés, Magali Emery, chargée de mission nationale de la QVT au sein de la DGOS. Et enfin, Olivier Liarouzos, responsable du département expérimentation, développement, outils et méthodes à l'ANACT. Alors, je précise que nos trois invités ici présents ont un point commun, celui d'avoir travaillé ensemble sur les clusters QVT. Et j'aimerais justement sur ce sujet vous donner la parole, Madame Gady. Que sont ces clusters QVT? Si j'ai bien compris, ils font partie des dispositifs à la fois antérieurs et au cœur de la stratégie nationale. Et en quoi ces clusters peuvent intéresser le public qui est dans la salle? Bien, alors bonjour déjà et merci de m'avoir invité pour venir parler un petit peu de ces expérimentations qu'on a menées depuis qu'on a lancé fin 2015 avec l'ANACT et la Direction Générale de l'Offre de Soins. Alors cluster, ça peut paraître un mot un peu barbare. Peut-être qu'on pourrait parler tout simplement d'expérimentation. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce que sont les clusters, parce que je laisserai, puisque c'est un dispositif qui a été imaginé plutôt par l'ANACT, donc je laisserai Olivier Liarouzos vous le présenter plus en détail. Cette idée d'expérimenter, elle est née au cours de réflexions qu'on menait avec les fédérations d'établissements de santé, et notamment la FHF. On était en 2014, on avait eu tout un travail, les travaux qu'on a menés avec l'ANACT, ils ont débuté en 2010 et on a eu toute une phase comme ça de mobilisation d'acteurs divers et variés qui permettait entre autres d'étayer cette notion de qualité de vie au travail. Quand on a commencé en 2010, les établissements de santé parlaient beaucoup de massage ou d'autres types de démarches comme étant de la qualité de vie au travail. Et donc, la première phase de nos travaux a été d'embarquer organisations syndicales, directeurs, médecins, cadres de santé, autour du fait que qualité de vie au travail, c'était plutôt la question de l'organisation du travail et de la qualité du travail. Ceci étant, une fois qu'on avait posé un certain nombre de principes, essayé de construire un socle commun de représentation autour de cette notion de qualité de vie au travail, ça pouvait paraître un petit peu donneur de leçons et théorique, le discours qu'on tenait. Et dans les échanges qu'on a eus avec les fédérations, l'idée d'expérimenter pour montrer à voir est venue au jour, notamment parce qu'on disait beaucoup que la qualité de vie au travail, elle ne se décrète pas, elle vient s'ancrer sur les enjeux spécifiques de chaque établissement, de chaque équipe. Et donc, on ne pouvait pas être forcément très, très précis sur cette notion de qualité de vie au travail. Donc on a décidé d'expérimenter pour pouvoir montrer à voir ce que c'était. L'intérêt aussi de cette expérimentation, ça a été le choix que nous avons fait d'embarquer avec nous les ARS. Dans toute la première phase de travaux que nous avions menés avec les établissements et notamment avec les directeurs, les professionnels nous disaient c'est formidable ce que vous essayez de développer sur la qualité de vie au travail, nous on adhère. Sauf que le directeur d'établissement me disait, moi, quand je sors du bureau du directeur de l'ARS le matin, où on m'a demandé un plan de retour à l'équilibre et donc de rendre des effectifs, j'ai un peu de mal à rentrer ensuite dans mon établissement et à parler de qualité de vie au travail. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, probablement, c'était pas qu'une responsabilité de directeur ou de manager, mais c'était bien une responsabilité de l'ensemble du système et qu'il fallait donc qu'on mobilise également les ARS sur le sujet pour que ça devienne un sujet de dialogue entre établissements de santé et ARS. Alors ça, c'est pour la jeunesse, si j'ose dire, de ces clusters. Concrètement, Olivier Liarouzos, comment ça fonctionne ? Alors c'est vrai déjà que cluster social, c'est un peu un barbarisme, je suis d'accord. Cluster est un mot qui est plutôt employé dans le développement économique, qui veut dire grappe, et social, c'est parce qu'on voulait bien faire la liaison entre précisément ces questions de performance et d'amélioration des conditions de travail. Donc cluster social, on n'a pas trouvé mieux, la performance ici étant bien entendu la qualité des soins.
Le cluster social, c'est donc une action collective qu'on avait déjà expérimentée à l'ANACT avec des entreprises, donc dans des milieux intersectoriels. Donc une action collective dans le secteur de la santé, en l'occurrence, ça veut dire rassembler jusqu'à une dizaine d'établissements, mais de toute taille, statut ou spécialité confondus. Donc une grande variété sur laquelle on mise beaucoup en termes de mutualisation, de retour d'expérience, dans un processus où chacun va être en format, je dirais, apprentissage collectif. Ce dispositif réunit donc 6 à 10 établissements sur une année en 6 séances. Au cours de ces séances, donc, chacun va raconter son propre projet qu'il conduit quand il porte une démarche qualité de vie au travail. Et en intercession, l'ARACT, donc les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, en partenariat binôme avec les ARS, puisque de notre côté, l'ANACT, nous sommes un réseau avec les ARACT présentes, bien entendu dans toutes les régions, sur tout le territoire national. L'ARACT accompagne individuellement les établissements, c'est-à-dire met à profit entre les séances collectives des journées d'accompagnement pour formaliser les progrès réalisés dans le cadre de la démarche qualité de vie au travail. Cette démarche appuie toujours sur un changement organisationnel, puisque nous, ce qu'on défend, c'est que les marges de manœuvre et les ressources se trouvent bien du côté de l'organisation du travail, un changement quelle que soit son envergure. Pour nous, il n'y a pas de petits changements. Une petite allusion, je pense que vous avez tous parlé ou évoqué pendant ces 2 jours le documentaire qu'on a vu cette semaine sur Arte à l'hôpital Saint-Louis. À un moment donné, il y a une discussion intéressante entre les professionnels à propos de la blouse, du pyjama des professionnels. Pour nous, c'est un vrai sujet. Effectivement, c'est ces questions matérielles du quotidien qui peuvent empoisonner des équipes. Donc, c'est bien de les mettre sur la table et d'en discuter sur un mode interdisciplinaire ou transversal à toutes les professions, à tous les professionnels, toutes les catégories confondues. Parce que c'est aussi la 3e caractéristique, et je pense originale des clusters sociaux, c'est que chaque établissement de santé est représenté dans ces séances collectives par un trinôme. Un représentant des salariés, un représentant, alors en général désigné par le CHSCT, un représentant de la direction et un représentant du corps médical, voire parfois jusqu'à un représentant également des cadres de santé. Et c'est cette pluralité des professions qu'on va décliner dans le cadre des démarches de qualité de vie au travail. Et partout où on agira sur la qualité de vie au travail, on va essayer d'instaurer, de s'appuyer sur cette interdisciplinarité. Les espaces de discussion, de ce point de vue-là, sont de véritables outils où on aborde, encore une fois, quels que soient les sujets du micro ou du gros. Alors le gros, ça va, nous, Cluster Santé, travaillent parfois sur les GHT. Bon, avec beaucoup d'ambition, bien sûr. On va chercher à reconstituer forcément des espaces de discussion où je sais que ce n'est pas facile dans un secteur où il y a une hiérarchie des métiers très, très prégnante, tous ces métiers pour traiter les questions posées. Alors, on a vu la genèse, le fonctionnement dans les grandes lignes. Quels sont les enseignements apportés par ces clusters sociaux? Peut-être à 2 voix. D'abord, Madame Gady. Alors, la première vague qui a démarré donc fin 2015 s'est achevée, elle est en cours d'évaluation, donc je vais partager avec vous des premiers enseignements. Il y a une deuxième vague qui a démarré début 2017 et qui peut-être nous permettra de compléter également cette approche qu'on a. Alors peut-être un premier enseignement, l'immense satisfaction dont témoignent les établissements d'avoir eu des espaces de collaboration entre établissements, c'est-à-dire d'avoir pu partager avec des acteurs pluriels, comme venait de le dire Olivier, d'avoir pu partager, constater qu'ils ont les mêmes difficultés, qu'en tout cas ils ne sont pas seuls face à leurs difficultés, ce que certains, un peu la tête dans le guidon, on a l'impression qu'on est submergé, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à être confrontés à ces difficultés, et puis de voir ce que les uns et les autres ont pu imaginer comme type de solution. Donc voilà. Donc un premier point autour de la satisfaction entre établissements de pouvoir partager sur leurs pratiques.
Deuxième grand enseignement, et ça va faire écho à ce que disait Olivier sur le fait qu'il n'y a pas de petits sujets. Les chercheurs qui sont en train de mener cette évaluation nous ont parlé de l'entrée par le détail de l'activité. Ce qui aujourd'hui, dans ces établissements, alors ça n'a pas toujours été merveilleux dans tous les établissements, mais quand ça a fonctionné, c'est quand des équipes se sont saisies de sujets qui pouvaient être tout à fait des détails, mais qui concernaient l'équipe et qui étaient quelque chose d'extrêmement concret. Alors ça peut être la question du pyjama, ça peut être l'organisation d'un chariot de soins, ça peut être la distribution des médicaments sur un créneau horaire particulier. Et l'intérêt de cette entrée par le détail de l'activité, c'est que, c'est un sujet qui parle à tout le monde, 2, qui a donc capacité à mobiliser l'ensemble de l'équipe, et que du coup, l'équipe, elle va venir s'essayer à des modalités de fonctionnement qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont oubliées, c'est-à-dire cette question du travail en équipe, de la discussion pluriprofessionnelle autour des sujets de l'équipe. Et puis, ils vont découvrir leur capacité à trouver des solutions. Alors, Olivier parlait du reportage sur Arte, on le voit à un moment donné avec l'histoire de la boîte à idées. On voit bien qu'à un moment donné, les professionnels, ils sont capables d'imaginer d'autres manières de faire. Et c'est ça la qualité de vie au travail, c'est-à-dire reconnaître la capacité des acteurs sur le terrain à avoir une idée sur les solutions à mener. Je crois que ça a été dit dans la précédente table ronde, et ça, c'est central. Cet intérêt également de l'entrée par le détail de l'activité, c'est qu'à partir du moment où on travaille ensemble et sur des sujets bien identifiés, on sort du conflit de personnes. On sort du conflit de personnes pour aller sur la question de l'organisation du travail. Là, ça fait complètement référence aux travaux qui ont pu être menés par Yves Clos dans d'autres secteurs. On voit bien qu'il y a ce besoin de mettre en discussion le travail. Donc, très important cette entrée-là. Et puis, je vais être assez rapide. Mes 3 acteurs fondamentaux, le directeur, enfin la direction, et la direction collectivement. C'est pas le directeur tout seul. On a vu dans les clusters un directeur tout seul ou un DRH tout seul qui part sur les clusters et qui n'est pas soutenu par l'ensemble du collectif ou qui ne partage pas ce projet-là avec l'ensemble du collectif direction. Il y a un moment donné, pour un peu qu'il y ait des changements de personnes, des changements de directeurs, le projet tombe à l'eau. Or, dans ce qu'on propose là, c'est les équipes travaillent, proposent des solutions, mettent en place ce qu'elles peuvent mettre en place de leur propre autorité, mais il y a toujours un moment où il faut en référer à la direction parce que ça va demander des aménagements ou des moyens un peu différents ou une répartition différente des moyens. Et donc, il faut que ça nourrit le dialogue entre le terrain et la direction. Et donc, l'engagement de la direction là, qui pose un cadre, qui soutient également l'encadrement intermédiaire et qui est en capacité d'entendre et de répondre ensuite aux demandes qui sont faites, il est central. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, on ne va pas très loin. Deuxième acteur, et vous en avez beaucoup parlé également dans la table ronde précédente, c'est l'encadrement de proximité. Et quand on parle d'encadrement de proximité, je rejoins ce que disait Nathalie Robin-Sanchez, c'est pas que le cadre de santé, c'est aussi le médecin, c'est le chef de service, c'est le chef de pôle. Donc cet encadrement intermédiaire, il est central. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été démontré aussi, je pense, aux travaux de Mathieu Tchessar. Le problème, c'est que le cadre aujourd'hui, il n'est plus sur le terrain. Et il y a un enjeu central à ce qu'il retourne sur le terrain auprès des équipes. Sauf que quand il y retourne sur le terrain auprès des équipes, alors qu'il a déserté, entre guillemets, la scène du travail depuis quelques années, il reçoit quoi? Il reçoit toutes les doléances et puis une remise en question de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de finalement sa manière de manager. Donc si on demande au cadre de retourner sur le terrain, il va falloir aussi les accompagner et les soutenir. Et là encore, dans les expériences des clusters, on a pu voir des cadres qui ont été mis en grande difficulté quand justement les équipes ont recommencé à se mobiliser et travailler entre elles. Il ne s'agit pas de les déstabiliser. Il faut donc les renforcer, les accompagner et puis les aider à être effectivement en interaction avec leurs équipes. Là encore, l'entrée sur des objets concrets peut leur redonner une marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas et les restituer. Et puis juste pour terminer, parce qu'on avait effectivement la volonté de mobiliser également le CHSCT, on a vu que dans un certain nombre d'endroits, ça permettait de
réalimenter, redynamiser le dialogue social. D'une part parce qu'il y avait ces espaces où direction, médecins et secrétaires du CHSCT se retrouvaient pour discuter de leurs problématiques en commun, ils le faisaient avec d'autres et ça réalimentait le dialogue, mais aussi parce que ce qui remontait du dialogue professionnel du terrain pouvait devenir un objet de nouveau, maîtrisable et donner du sens à l'action. Et je termine, très et après rapidement. c'est fini. Dernier point sur le détail de l'activité, quand on dit qu'il faut changer la qualité de vie au travail avec des grandes majuscules, ou l'organisation du travail avec un grand O, c'est juste impossible. Quand on rentre par un détail, à ce moment-là, on attrape un fil qu'on peut dérouler et ça devient de nouveau possible. Très bien. Olivier Liarouzos, sur ces enseignements apportés par ces clusters sociaux, un mot là-dessus peut-être ? Une précision, je crois que c'est effectivement important de signaler le dialogue social, puisque je voudrais clarifier par rapport à la notion de qualité de vie au travail, il ne s'agit évidemment pas de nier les difficultés rencontrées en termes de conditions de travail dégradées des professionnels de soins, quel que soit leur niveau de responsabilité et de qualification. Il y a des situations d'urgence dans les établissements, il faut agir vite. En même temps, il y a moyen d'agir autrement, ça vient d'être décrit, en passant par l'activité réelle, en cherchant des ressources dans les organisations du travail et en faisant parler les professionnels de leur travail. Et les représentants, aussi bien employeurs que salariés, sont preneurs de ces remontées du vécu. On part sur le principe quand même, enfin pour nous qui travaillons dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a une grande richesse dans celui de la santé, c'est que la qualité des soins, c'est le leitmotiv des professionnels. C'est leur premier engagement. En général, ils choisissent leur métier. Donc là, on a une formidable énergie. Je voudrais évoquer que 2 vagues, on parle de vagues de clusters sociaux, donc depuis 2016, deuxième vague 2017, ça fait environ 200 établissements engagés dans ce dispositif qui, je ne sais pas si on l'a souligné encore, est financé par la DGOS. C'est important et on croit beaucoup maintenant à des étapes de déploiement. Si on doit gagner d'autres établissements, je dirais. Alors, Véronique a parlé d'expérimentation, donc avec droit à l'erreur, droit à la réversibilité, etc. On apprend en marchant. On va peut-être passer à une 3e vague, mais enfin, au moins, si sur le déploiement, il faut travailler ces questions de formation. Je crois que vous les avez évoquées tout à l'heure. Faire école, alors pas forcément en additionnant des modules qualité de vie au travail dans les cursus existants, mais en faisant participer les former à des expérimentations qualité de vie au travail. Permettez juste une petite pub pour la semaine de la qualité de vie au travail qui est la semaine prochaine et qui est sur ce sujet-là, faire école, comment vraiment élargir la qualité de vie au travail et du management dans la formation initiale et la formation continue des dirigeants, ingénieurs et managers. Donc, juste 2-3 perspectives comme enseignement pour ces clusters. Je parlais de 3e vague, pas forcément quantitative, mais sur un autre genre. Il nous faut travailler davantage, puisqu'on est sur la qualité des soins, avec les associations de patients. Nous autres, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, on part du postulat que les experts du travail, c'est ceux qui l'exercent, mais on sait bien que dans les services en général et dans la santé en particulier, il y a une coproduction dans le travail et il nous faut absolument mettre dans la boucle les usagers. Également les libéraux, puisque la qualité de vie au travail ne se joue pas seulement dans l'enceinte de l'établissement, elle se joue notamment avec l'hospitalisation à domicile, la chirurgie ambulatoire, de plus en plus avec des médecins de ville, d'autres professions du corps médical ou soignants, et eux aussi, on a à se préoccuper de leur qualité de vie au travail, compte tenu notamment de leurs interactions permanentes avec les salariés des établissements. Et mon dernier point, ce sera pour dire qu'on travaille à l'ANAC sur d'autres sujets qui concernent, plus qu'en termes d'effectifs, la grande masse des personnels, qui concerne aussi la grande masse des personnels des établissements de santé. C'est rapprocher les enjeux de santé publique et de santé au travail. Nous sommes sollicités beaucoup sur les questions de maintien en emploi pour les personnes touchées par une maladie chronique
dynamique évolutive. Nous travaillons beaucoup sur la prévention des addictions au milieu professionnel. Ce sont des sujets, par exemple, sur lesquels que la qualité de vie au travail nous amène à traiter également dans les établissements de santé. Très bien. Madame Emery, ce développement de cluster, je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrit dans une stratégie nationale en matière de qualité de vie au travail. Cette stratégie intègre tous les professionnels de santé, pas uniquement les établissements de santé, c'est bien ça ? Tout à fait. En fait, elle intègre bien évidemment les professionnels de santé des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Nous allons engager une réflexion notamment avec la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale, pour travailler vers les établissements médico-sociaux, parce qu'il y a effectivement un gros chantier et un gros besoin identifié. Mais on a eu à cœur également de développer une stratégie vers les professionnels exerçant en ambulatoire. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, les problèmes de qualité de vie au travail, qui n'en a pas ? J'ai vraiment envie de poser cette question-là. Ça ne touche pas uniquement un médecin, ça ne touche pas uniquement un directeur. Je veux dire, on en a tous plus ou moins entendu parler autour de nous. Et il était important de ne laisser personne et de n'oublier personne. Surtout que quelque part, souvent, on nous dit ça va avec un isolement. J'ai bien aimé ce matin où on citait Hannah Arendt, en fait, l'isolement hors sol. À une époque où on nous parle de territoire. Comment effectivement réancrer tout ça, tous ces professionnels autour d'une problématique dans un territoire donné. Et donc, on a eu à cœur effectivement de faire une stratégie également pour les professionnels exerçant en ambulatoire, qui avaient leurs propres difficultés, qui étaient souvent justement une difficulté d'isolement et de sécurité aussi, beaucoup. Puisque, enfin, voilà, quand on va au domicile, on est seul et c'est pas évident. Et c'était vraiment souvent ce qui nous remontait. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'Observatoire national des violences en santé également pour voir comment on peut essayer d'améliorer certaines diffusions de bonnes pratiques aussi à ce niveau-là. Et mieux mettre en cohérence tout un ensemble de dispositifs, notamment demain les territoires santé numérique, les plateformes territoriales d'appui. Comment essayer aussi de recréer mieux ce lien ville-hôpital, puisqu'on nous dit qu'on veut un hôpital ouvert vers la ville. Comment aider effectivement cette ville à mieux s'organiser, qui pour elle aussi c'est un grand bouleversement. À mieux, je dirais, communiquer, rompre cet isolement, travailler ensemble. Et voilà, et puis n'oubliez personne. Très bien. Avant de vous réinterroger, peut-être prendre une ou deux questions dans la salle, auprès de notre public attentif. Le micro circule évidemment. Est-ce que nos propos vous inspirent une réaction, un commentaire, un témoignage ? Oui, monsieur, on vous écoute. Bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, Cyril Dubois, je suis médecin, nul n'est parfait. Surtout médiateur. Je travaille avec le cabinet OBCD. Et vous n'avez pas encore évoqué, à propos de la qualité des relations, de la prévention des conflits, le médiateur national de la qualité de vie au travail. Et je voulais savoir... vous allez faire une habile transition, justement. Donc c'est prévu. Je voulais savoir un petit peu ce qui était, comment vous voyez ça, quels étaient les retours d'expérience sur le travail, sur la qualité des relations aussi que vous avez. Puis en profiter aussi pour signaler qu'il y a un ouvrage d'Oriane Boyer qui a été conçu avec pas mal d'entre vous là, autour des initiatives ou des perspectives, notamment autour de l'internalisation de dispositifs de médiation au sein des établissements ou des GHT. Mais c'est vraiment le lien. Donc, je sens Merci d'avoir fait ce lien, justement. Je vais trop tôt. Non, c'est très bien. Justement, on allait aborder ce sujet sur ce dispositif justement national de médiation qui est envisagé. Est-il déjà en cours de construction ? Alors, au mois de janvier de cette année, c'est Édouard Couty qui a été nommé médiateur national et dans un rôle de préfiguration, savoir qu'est-ce qu'on mettrait en place. Donc effectivement, nous avons mené beaucoup d'auditions. Il a rencontré les médiateurs de l'éducation nationale, puis c'était quand même en fait effectivement dans la fonction publique hospitalière un des rares endroits où il n'y en avait pas. Vraiment d'organiser avec vraiment un regard national. Donc le rapport a été remis fin mars de mémoire. Donc il faut changer des textes. Donc c'est là où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment créer le dispositif. Mais c'est en cours.
Je vous dirais, c'est vraiment en cours avec une idée d'effectivement d'avoir un dispositif national, des médiateurs interrégionaux, mais je dirais surtout de s'appuyer déjà sur ce qui existe, parce que beaucoup de médiations, on ne nous a pas attendus pour déjà les faire, et vous êtes présents aujourd'hui, tant mieux. C'est également s'appuyer aussi sur des pairs. Donc en fait, il a expérimenté, il avait quelques dossiers comme ça qui lui ont été confiés pour expérimenter directement, et il a commencé à constituer un comité des pairs, à savoir quel est le regard justement à la fois des professionnels sur les pratiques, qu'est-ce qui se passe. Et ça va être une source d'enseignement très très riche. Et l'idée, ça serait peut-être également d'avoir des pairs qui puissent se déplacer et qui puissent aller voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans d'autres établissements et pour les aider. Parce qu'on se rend compte que les plus gros conflits, là où on a vraiment du mal après à sortir, c'est quand on a trop attendu. Donc il faut être vraiment sensible, enfin, nous on commence à être de plus en plus convaincus qu'il faut être très très sensible à ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire ça ne va pas s'arranger tout seul. Si on croit que ça va s'arranger tout seul, que la communication va se faire naturellement, eh ben non, c'est pas si simple. Communiquer n'est pas si simple aujourd'hui. Donc effectivement, s'y intéresser le plus tôt possible, si on est en difficulté, ne pas avoir peur de faire appel à d'autres pairs, à d'autres personnes, peut-être effectivement plus impartiales, de façon à pouvoir recréer un dialogue dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Madame Emery. Nous allons prendre une ultime question sur cette séquence, sur cette première table ronde, avec ces démarches institutionnelles. Oui, Madame, on vous tend le micro. Merci de vous présenter, d'être concise, si possible. Voilà, le micro va circuler. Voilà. Bonjour, on vous écoute. Présentez-vous. J'ai le micro. Michel Depiné, je suis directeur d'hôpital en Martinique. Je serai très concise. Je voudrais des précisions sur ce que monsieur a dit, financé par la DGOS. Je n'en dis pas plus. Je voudrais savoir dans quel cadre et comment ça arrive aux établissements, parce que chez nous, ce n'est pas encore arrivé. Enfin, on n'a pas d'informations. Merci Madame pour cette question. Monsieur Liarouzos. Alors, ça arrive aux ARS, tout naturellement. Le financement permet de financer l'accompagnement, donc l'animation par les ARACT. Et je vous rassure, c'est possible en Martinique. On a un cluster en Martinique. Alors, tous les établissements n'y sont pas encore. Vous ne connaissiez peut-être pas cette Ils connaissent. Juste pour dire... On avait prévu initialement une enveloppe qui permettait aussi un financement, mais très minime, enfin une enveloppe complémentaire pour les établissements. Ça a été laissé à la disposition des ARS qui, selon les situations, en ont profité pour rembourser des frais de déplacement, financer des formations ou complémentaires dans le cas des clusters, ou proposer des objets de communication, des dépliants, enfin voilà, de valorisation de ce qu'avait fait le cluster. Donc on n'est pas sur, c'est pas de l'argent qui a été donné aux établissements directement, c'est de l'argent qui a été donné aux ARS et qui a permis, de financer des actions complémentaires qui venaient renforcer le cluster. C'est aussi un financement, en tout cas pour la deuxième vague de cluster, qui permet de financer l'évaluation.